Nous sommes dans la situation suivante. Je dirige une petite entreprise qui fait du travail social avec les seniors et j'avais fait une promesse d'embauche à un employé et je m'aperçois juste au moment où je vais l'appeler au travail, donc quand il va commencer son contrat, je m'aperçois qu'il fait partie d'une secte. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Et je voudrais savoir, je voudrais avoir le conseil éventuellement de toi ou au conseil d'Aïda euh, pour, euh, mieux, pour mieux savoir quelle décision adopter. Alors, le point qui serait peut-être à préciser, est-ce que les personnes risquent dans des situations d'être fragiles et donc d'être influençables, c'est ça? Et C'est le risque. C'est le risque. Je ne sais pas trop comment il va se comporter, s'il va faire du prosélytisme, si ça s'arrête, comment dire, à son régime alimentaire, ou alors si quelque part ça va venir perturber le travail, voire plus. en France, le point qui est enfin, le plus délicat, c'est que on n'a pas le droit de faire de la discrimination à l'embauche, ni au niveau de la couleur, ni au niveau de l'appartenance sociale, et donc pas du tout non plus au niveau des appartenances religieuses, voire des sectes. Par exemple, on ne peut pas, on ne peut pas ne pas embaucher sur ce principe-là un témoin de Jéhovah, par exemple. Euh, Sauf si, par exemple, il doit pas toucher de sang. Enfin, si pour lui le sang c'est pas possible, donc il pourra pas être infirmier. Mais lui se mettra jamais dans cette situation-là. Donc, le point essentiel, c'est en effet, j'entends que ton inquiétude, c'est si, même sans le faire en prosélytisme, parce que c'est pas sûr que, mais si dans sa vie quotidienne, il donne des conseils à partir de sa secte à des personnes fragiles, il risque ça risque de mettre en difficulté Ah et ben, les personnes et ton entreprise, l'entreprise. hein, parce que les gens vont plus venir te voir parce qu'ils sauront que y a quelqu'un qui peut en effet enrôler des gens dans une secte. Donc ça, c'est le point. L'inquiétude, elle est là, elle est juste, mais le droit du travail t'interdit de ne pas l'embaucher, puisque tu lui as fait une promesse Voilà. d'embauche, donc ça n'est pas possible. Alors, mais j'entends bien que toi, tu peux me dire, mais attends, moi, ça me pose un gros souci, parce que je ne sais pas. Alors, il y a deux positions. C'est si tu as dans le contrat, comme tu connais la situation, tu peux demander à la personne d'être vigilante à ce que son travail soit uniquement un travail professionnel et que euh, ses opinions sur ce qui serait pas commun en France, hein, je fais gaffe à mes mots là, ben, il faut pas qu'elle en parle. En gros, il faut pas qu'elle en parle. Donc, il faut en effet que toi, tu établisses avec la personne une certitude d'être dans une relation de coopération, production par rapport à son contrat. Donc, il faut très clairement identifier le contrat. Ça, c'est la règle. Mais à un moment donné, là, toi, tu peux être encore assez anxieux. Alors, il y a une deuxième position en France, je crois que c'est aussi, non, c'est en France uniquement. Il y a au niveau de l'État une cellule qui analyse la dangerosité des sectes, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins dangereuses que les autres. Et donc, l'État peut dire que telle secte est permise en France ou pas. Donc, il peut décider que telle secte soit interdite. Et donc, à ce moment-là, si la personne fait partie de la secte qui est définie par l'État comme
une secte interdite, alors tu as la possibilité de ne pas l'embaucher, puisque ça ne sera pas une discrimination par rapport à la secte, ça sera une application d'une règle définie par l'État. Mais il y a un moment où l'État n'a pas encore défini si la secte était dangereuse ou non. C'est-à-dire que la secte peut être en procès avec l'État et le procès ne peut ne pas être prononcé. Mais on peut, en téléphonant à cette cellule d'État, elle peut te dire qu'elle est vraiment plus ou moins, elle peut te dire son état de dangerosité, même si il peut te dire quand même elle est dangereuse. Alors toi, dans ce moment-là, si tu sais qu'elle est dangereuse, tu as une autre possibilité de t'en sortir. Tu es obligé de l'embaucher parce qu'il n'y a pas eu de jugement qui signifie qu'elle n'a pas le droit de citer en France. Je pense à deux ou trois sectes là que je connais et qui sont permises en Suisse, mais qui ne sont pas permises en France, par exemple. Donc, dans ce cas-là, si tu as un gros doute par rapport à la possibilité de la personne de rester dans les clous productifs, la troisième solution, c'est l'embaucher et conclure et ne pas l'accepter au bout de la période d'essai. Parce qu'en France, on a cette possibilité d'arrêter une période d'essai sans en donner le motif. Effectivement. Donc, ce que tu me conseilles, c'est de faire un essai, de voir ce que ça donne, en fait. Voilà. Vraiment travailler avec elle sur la question de coopération parce que elle peut être réellement rester dans ses clous, Alors c'est vrai que quand tu es dans des personnes fragiles, tu sais pas exactement euh, ce qu'elle fait avec la personne. Mais c'est là que avec la technique de l'explicitation, sans aller la contrôler, sans aller faire du harcèlement, il faudra faire très attention de lui faire décrire précisément qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait son boulot, quoi. C'est là que l'entretien d'explicitation peut être un outil pour ajuster, apprécier la qualité du travail d'une personne, en particulier dans le quatrième récit, lorsque si elle décrit précisément ce qu'elle a fait, les actions qu'elle a fait, si tu interroges quels sont les éléments qu'elle a mis en premier, normalement tu détectes assez facilement si la personne est dans les clous ou pas, quoi. Et sans être dans le harcèlement, c'est ça l'important, quoi. Pour Ouais. les personnes qui écoutent, donc le quatrième récit, c'est l'interrogation à un moment de décision sur les perceptions, en fait. Oui, c'est ça. On fait l'analyse des micro-décisions parce qu'il faut aller sur les micro-décisions de qu'est-ce que tu as dit, s'il a fallu faire la toilette ou pour la préparation du repas, donc tu as fait quoi? Donc ils décrivent précisément les actions faites pour le repas et on peut aller sur les actions de parole. Si je lui dis telle chose, je lui ai donné tel conseil, ça ce sont des actions un conseil est une action. Et c'est là qu'on peut travailler à partir, quels sont les éléments que j'ai pris en compte pour donner le conseil. Donc, comme tu dis, Pascal, c'est les perceptions. Et quels sont les importants, les enjeux de la situation que j'ai pris en compte pour les hiérarchiser qui font que je vais proposer le conseil. Voilà. Si c'est pour maigrir, pour que la personne perde du poids, parce que c'est important de perdre du poids, eh bien, je peux en effet lui donner des conseils de régime qui fait que ça ne sera pas sectaire. Si, par exemple, une personne qui serait végane dans le fond et qui appartiendrait à une secte qui aurait une propension à développer l'aspect vegan, ben, elle peut très bien énoncer l'importance, les qualités de cette nourriture-là, sans pour autant être dans un phénomène sectaire, quoi. Oui, effectivement. Alors, c'est Euh, vrai que ta question pose au-delà de la secte, ça pose la question de la laïcité.
Hein, c'est tout le problème de la laïcité réglé en France par les lois sur la laïcité. Et donc tous les signes, tous les signes qui sont qui pourraient être sont des signes d'appartenance à un type de religion et comment ces signes peuvent être prosélytes, c'est un vrai souci au niveau de l'État. Euh, et dans les entreprises, ça peut aussi se poser comme un problème important, quoi. Et donc de ramener les personnes à une situation de coopération et mais, éviter le prosélytisme. J'ai bien retenu l'idée, en fait, de le laisser commencer et de profiter de la période d'essai, donc Voilà. pour vérifier que ça se passait comme prévu, de manière nominale. Et justement, avant notre entretien, j'avais lancé AIDA. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire un mot sur AIDA avant de regarder le résultat de la Ben, production d'AIDA sur ce sujet? normalement, AIDA fonctionne en appliquant mes lois euh, qui dirigent le management. Donc, normalement, elle devrait parler au tout début de la nécessité des univers de relation. Est-ce que la personne est en coopération, maximum d'intérêt? Donc, d'habitude, AIDA part de ce point-là pour partir des objectifs de la relation. Et après, elle va énoncer l'identité psychosociale, c'est-à-dire elle va énoncer toutes les caractéristiques de la personne et de voir si ces caractéristiques sont bien en accord avec les missions qu'elle va avoir. Et normalement, après, elle peut te poser toutes les actions que toi, tu dois faire, toutes les décisions que la personne va faire. Elle va analyser toutes les actions possibles, les triades, qu'elle va analyser toutes les actions possibles. Et après, elle va donner un conseil. À mon avis, elle devrait donner le même conseil que je te donne là. AIDA commence par faire une synthèse de ce qui a été demandé. Donc, vous avez fait une promesse d'embauche à un futur employé dans un contexte de travail social. 8 jours avant sa prise de poste, vous apprenez qu'il est parti à une secte. Vous ne savez pas quoi faire. OK. Et là, maintenant, Aïda parle des univers de relations en jeu. Donc, le conflit naît des différences d'univers de relations. Et effectivement, en tant que chef d'entreprise, je suis a priori dans un univers de production. Et tout dépendra en fait de l'univers du futur, d'univers de relation du futur collaborateur, s'il est en maximum d'intérêt ou s'il est en production. Est-ce que tu peux nous commenter ces affaires de production maximum d'intérêt? Mais la production, c'est le moment où je suis en coopération, c'est-à-dire que j'ai une mission d'accompagner des gens, j'ai une mission de travail. Et donc, la production, c'est je me centre sur le travail pour réaliser ce que ma mission me demande, ce que les collègues me demandent, ce que le patron me demande, ce que le client me demande. C'est ça la production. Alors, il peut y avoir des productions physiques matérielles, mais il peut y avoir des productions psychiques, par exemple, faire du bien-être à une personne âgée ou développer l'intelligence d'un enfant, c'est de la production. Le maximum d'intérêt, la différence, c'est que les personnes sont centrées sur un seul intérêt, le sien. C'est-à-dire qu'ils proposent, ils ne voient pas les intérêts des autres et il est centré que sur la, la recherche ou oui, la recherche ou l'atteinte d'un seul objectif. C'est son intérêt à lui qu'il a mis en premier. Alors, Merci. dans la production, il y a plusieurs intérêts. Il y a l'intérêt du client, il y a l'intérêt de moi qui travaille, il y a l'intérêt, il y a l'intérêt des enfants, des parents. Enfin, dans la production, il faut faire il faut être en coopération, en cohésion, tous les intérêts de tous les acteurs. Dans le maximum d'intérêt, il y a qu'un seul intérêt, le mien. Merci. Ensuite, Aïda nous parle de l'identité psychosociale, donc du futur collaborateur,
savoir si son système de valeurs, donc ce à quoi il croit, va générer une incohérence potentielle avec les valeurs de l'entreprise. C'est quasiment ce dont tu parlais à l'instant. D'accord, d'accord. Donc, ouais, donc elle va bien sur l'analyse du système de valeurs et la cohérence qu'il peut y avoir entre les deux systèmes de valeurs, quoi. Les lois de communication, entre la communication spontanée et la communication productive, la communication productive étant liée aux faits observables et spontanée. De l'évaluation et des échanges d'opinions. On est centré aussi à peu près la communication spontanée, très souvent une communication de maximum intérêt. Je vois essentiellement mes intérêts ou mes manières de voir, mes opinions, et je les échange avec les autres, mais c'est parfois bien difficile à les changer. Alors que dans la communication productive, eh bien, ce qui fait loi, ce qui fait que la communication est possible, c'est l'objet dont on parle. Dans la communication spontanée, c'est la subjectivité des individus qui fait loi d'une certaine manière, et dans la communication productive, c'est je m'intéresse à l'objet lui-même, au travail lui-même, pour qu'on partage les points de vue peut-être différents, mais déterminés par ce que moi j'appelle souvent la loi de situation ou la structure, la nature de la situation dans laquelle je suis ou dans l'objet que je suis en train de travailler. Communication productive, la méthode qu'on va prendre, c'est d'interroger comment le collègue, le partenaire a réussi sa pensée, comment il a organisé sa pensée. Avant de dire la mienne, je vais m'intéresser à la manière dont lui l'a fait. Et je vais lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il a pris en compte, comment il a pris en compte, avant de le critiquer ou de dire ma pensée. C'est ça c'est Voilà. la différence au niveau de la communication. Dans la loi d'action, Aïda nous rappelle quelque part la loi, retirer la promesse d'embauche sans motif professionnel légitime et risqué. D'accord. Ah oui, donc ouais, elle te dit, là, ouais, attention de ne pas faire une Ouais, c'est bêtise ça. au niveau du droit du travail. Aïda rappelle dans la loi d'action que mon rôle est de prévenir les actions futures qui pourraient être préjudiciables. D'accord. Et nous arrivons au plan d'action, aux stratégies proposées. Donc, Aïda nous alerte sur une stratégie légale et éthique, d'une part, et d'autre part, managériale et préventive. Ah, ouais, d'accord. Aux pistes d'action et à la stratégie proposée, donc avec une consultation juridique immédiate en premier lieu. Donc, c'est signalé par Aïda comme une priorité absolue. Donc, avec un avocat spécialisé du droit du travail, le fait d'annuler une promesse d'embauche et lourde de conséquences doit être justifié. L'appartenance à une secte n'est pas en soi un motif légal de non-embauche. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, maintenir la promesse d'embauche, sauf avis juridique contraire basé sur des risques avérés et non la seule appartenance. Si l'avis juridique ne vous permet pas de retirer l'offre d'embauche sans risque de discrimination, vous devez maintenir l'embauche. Votre rôle est alors de gérer les risques par un encadrement rigoureux. D'accord. Le troisième point, préparer l'intégration et l'encadrement en production. Créer un cadre de référence clair pour tous les nouveaux embauchés. Rappeler de manière générale et non ciblée les valeurs de l'organisation, le code de déontologie du travail social, les règles de neutralité, laïcité, confidentialité, respect de l'autonomie des usagers, l'interdiction de toute forme de prosélytisme et de tout jugement personnel. Mettre l'accent sur les attentes professionnelles et rester dans la communication productive, donc la coopération dont on parlait. Mettre en place une vigilance et un suivi rigoureux, c'est ce dont tu parlais, Robert, lorsqu'il s'agissait de profiter de la période d'essai pour vérifier la cohérence, la conformité du travail de cette personne nouvellement recrutée. Ouais, Et avec le troisième et quatrième récit, là, tout à fait. voilà, c'est alors troisième et quatrième récit pour les personnes qui écoutent. Il s'agit en fait de demander à la personne ce qu'elle a fait, donc par rapport aux autres, par rapport à son environnement au travail et par rapport à elle, le troisième récit. Le quatrième récit, on en a parlé, il s'agit euh, sur des micro-décisions de vérifier les perceptions
les importants qui ont participé à la décision. L'idée étant de faire prendre conscience à la personne de sa situation. Alors, documenter tout manquement professionnel, donc là on reste sur le plan juridique, hein, c'est-à-dire que tout doit être écrit et il faut des faits concrets. Voilà. Avec, Ça, c'est le plan d'action qu'Aïda te fait. Le problème, c'est que si tu fais ChatGPT va te faire le même plan d'action. Il n'y a pas de. Dans ce moment-là, Aïda n'est pas très explicite et n'apporte pas de différence significative par rapport à ChatGPT. Donc, il va falloir que je lui dise d'être beaucoup plus précise. Parce que ce alors, qu'elle dit, c'est exactement, enfin, quelque chose près à part la communication productive, qu'elle n'explicite pas, entre autres. Donc, ça, c'est un gros défaut. Elle redit exactement ce que ChatGPT fait. Si tu lances, est-ce que tu as lancé ChatGPT pour faire la comparaison? je peux. Ben, il me semble quand même que tous les aspects production, enfin Toute la, les univers de relations, les identités psychosociales et tout ça, après, l'aspect juridique, c'est heureux voilà. qu'elle soit cohérente. Toute l'analyse, elle est AIDA, mais les actions, elles le sont ChatGPT. Elle n'a pas mis en œuvre, elle n'a pas développé avec précision les actions que sa synthèse lui demande de faire. Alors là, on a l'affichage de ChatGPT. Donc, Euh, tu, tu vois, tu peux me le lire là, que moi, il est tout petit. d'accord, cadre juridique immédiat, promesse d'embauche, vos contrats, Ouais, donc risque juridique. ouais, L'appartenance à une organisation religieuse spirituelle, y compris qualifiée de secte, relève de la liberté de conscience de religion, donc on reste sur la même logique. Et vous ne pouvez pas rompre la promesse ou refuser l'embauche sur la base de cette appartenance. Ça constituerait une discrimination illégale. Donc, on est bien cohérent. ah ouais, on est ouais. Ouais, Alors, Aïda va un peu plus loin, en effet. ce qui change, oui, beaucoup plus loin, c'est-à-dire que Aïda va dans la relation, l'étude des risques potentiels. Donc, ce qui compte, c'est le comportement professionnel. Si le futur salarié introduit des pratiques sectaires dans l'exercice de ses fonctions, donc on arrive à la faute professionnelle grave. D'accord. Dans ce cas, vous auriez les bases légales pour une procédure disciplinaire, rupture de contrat. Ouais, mais il nous dit pas comment on va pouvoir Mesures identifier. préventives possibles. Clarifier les règles internes dans votre règlement intérieur, ça nous rappelle quelque chose. Ouais, Renforcer l'accueil dès l'intégration, mettez l'accent sur la neutralité professionnelle. Former et superviser. Documenter si des comportements inappropriés apparaissent. Bien sûr qu'on retrouve, on retrouve heureusement les mêmes règles, puisque ce sont les sauf, règles de sauf, fonctionnement, euh, d'organisation de base. sauf que sur ChatGPT, tu vas voir que les conseils qui viennent de te lire là sont des conseils qui touchent le système de connaissance et de raisonnement et qui renforcent l'aspect sectaire et qui fait rien du tout, quoi. Donc ça, il faut là, c'est là qu'on est très différent. Mais les gens peuvent ne pas le voir, quoi. Conseil opérationnel, vérifier si le poste exige un extrait de casier judiciaire. Ouais, Préparer un entretien d'intégration explicite sur vos règles. Donc là, on est quand même au moins sur le troisième récit, sinon le quatrième. ouais. Encadrer fortement la période d'essai. Voilà. Et on voit On, que ouais, encadrer fortement, ça veut dire quoi, toi? La question, c'est il faut absolument qu'on décrive avec précision ces conseils-là. OK. voilà. Donc, Bon. voilà pour ChatGPT, qui nous donne les mêmes conseils pratiques en termes légal, juridiques. Ouais. Par contre, les conseils qu'on a vus sur AIDA, c'est quand même plutôt des conseils relationnels. Tout à fait. C'est plus des conseils managériaux qui sont plus ajustés à la situation. Mais pour être. Je sais que parce qu'il appartient à ce groupe religieux, il va agir de cette façon-là, qui ne sera pas conforme à ce que je peux attendre d'un de mes salariés.
Alors, point important, surtout pas confondre secte et groupe religieux. Parce que si on fait du secte religieux, on va tomber sur l'islam, le judaïsme et tout ça. Donc, Oui, d'accord. on n'est absolument pas sur l'aspect religieux. D'autre part, le mettre en situation de difficulté risquerait d'apparaître par la personne rapidement pour du forme de harcèlement. Il va voir qu'on le met en situation difficile. Non, le droit français est beaucoup plus simple. Il dit tu le fais, euh, tu embauches la personne et si vraiment dans ton fort intérieur, tu n'as pas confiance dans sa capacité à être en coopération, il suffit simplement de dire je ne poursuis pas la période d'essai, on n'a absolument rien à prouver, rien à D'accord. énoncer. Voilà, on n'a vraiment pas à prouver quelque chose sur la période d'essai. Le danger, c'est si je veux le mettre en péril, c'est là je risque de faire une faute professionnelle. Alors que si je dis rien et je dis non, non ben, je vous remercie, on n'accepte pas, on vous prend pas. Le D'accord. droit français nous le donne. C'est parfait. Merci, Mais Robert. c'est en effet, il faut éviter de se mettre en situation de discriminer la personne par les actes. Et donc, le droit français dit simplement il suffit que j'ai une conviction profonde qui, oui, que j'ai pas confiance en la personne pour ne pas l'embaucher. Et ça, c'est pour toute personne, que ce soit dans le cadre d'un aspect sectaire, comme dans le cadre de il y a quelqu'un qui n'aurait pas les compétences requises, je peux pas l'expliciter, par exemple, il n'a pas la capacité d'abstraction suffisante, je peux pas l'expliciter, je le sens, je le perçois, et à ce moment-là, en âme et conscience, je peux dire ben non, je peux pas lui faire confiance, quoi. Mais ça uniquement dans la période d'essai, quoi. Et c'est là où je trouve que Aïda fait la différence. Parce que justement, sur ce fil du rasoir, c'est la coopération, la Exact, communication productive, tout à fait, l'encadrement qui fera la différence. tout à fait. Et la différence avec ChatGPT, quand il dit il faut un encadrement fort, il ne te donne pas les outils de l'encadrement fort. Tout Il te à donne fait. un objectif, il ne te donne pas les moyens de cet encadrement qui doit être juste. Il doit pas être fort, il doit être juste sur la capacité de la personne à prendre des décisions ajustées par rapport à sa mission. Oui, oui, oui. Et ça, c'est l'entretien d'explicitation qui le permet. D'accord. Merci Anne pour la question très juste.